Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, chez Amour Toujours et sur ce podcast, nous cherchons toutes les idées, les conseils, astuces qui permettent de favoriser une vie de couple harmonieuse et durable. Alors on le sait et on le constate souvent dans nos épisodes et dans les échanges que l'on peut avoir avec nos auditeurs, l'arrivée d'un enfant est un chamboulement pour le couple. Alors, on parle de l'arrivée de l'enfant, mais en fait, c'est toute la vie du couple qui va être chamboulée par l'arrivée d'un, d'ailleurs, ou de plusieurs enfants. Et parfois même, pour ne pas dire souvent, ça peut être une mise en danger du couple. Mais ce ne sera pas le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous interroger non sur l'impact de l'enfant sur le couple, mais sur l'impact du couple sur l'enfant. Pour cela, j'ai une invitée experte en la matière, Caroline Goldman. Caroline Goldman est psychothérapeute, docteure en psychopathologie et spécialisée dans la psychologie des enfants et des adolescents. Avec elle, nous allons tenter de comprendre pourquoi et comment la relation du couple impacte l'équilibre de vie, la santé mentale, le bonheur de nos enfants. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice d'Amour Toujours, le média du bien-être amoureux. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance ? Oui, l'amour peut durer toute une vie. Et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Alors on le dit souvent par ici, le bonheur des parents contribue au bonheur de l'enfant. Dit comme cela, ça paraît tout simple à mettre en place, mais dans le quotidien, cela peut se révéler plus compliqué, peut même être stressant ou culpabilisant pour les parents. Alors comment gérer au mieux ce que nous transmettons par notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon d'aimer à nos enfants ? C'est l'une des questions sur laquelle j'aimerais échanger avec vous, Caroline, aujourd'hui. Mais pour commencer, je voulais vous remercier du temps que vous nous accordez, car je sais combien il est précieux. Soyez sûrs que nous en ferons bon usage. Bonjour Caroline. Bonjour Swazik, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Pouvez-vous, pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous présenter en quelques mots ? Je suis psychologue pour enfants et adolescents, installée en libéral depuis presque 20 ans. J'ai obtenu un doctorat à l'Université de Paris, qui s'appelait autrefois Paris 5. Et je suis auteure de livres de psycho pour les enfants. Je suis enseignante, j'ai été pendant 15 ans enseignante à l'université. Je prodigue des supervisions de professionnels depuis quasiment 20 ans aussi. Et c'est-à-dire que j'apprends le métier, en quelque sorte, à partir de situations cliniques que rencontrent mes collègues, et je suis auteure d'un podcast qui porte mon nom, et qui œuvre en faveur de la prévention en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Autrement dit, je suis assez mordue par mon métier. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes une passionnée du fonctionnement, je pense, de l'enfant, de l'adolescent, du couple, de la famille. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Vous savez ce que Dolto disait, que le bébé n'existe pas, qu'il n'y a pas d'enfant sans les parents derrière, et souvent, je dis un peu pour rire, mais surtout pour dire la vérité, que je n'ai jamais soigné un seul enfant de toute ma vie et que je n'ai jamais fait que soigner la matrice éducative qui l'entourait et plus précisément agi sur les liens parents-enfants et évidemment en partant toujours des parents puisque ce sont eux les pôles matures de l'aventure. Alors c'est vrai que dans les médias, on vous connaît pas mal sur vos propos au sujet de l'éducation de nos enfants. Nous aujourd'hui, c'est un sujet qu'on va mettre de côté et on va vraiment être focus sur la relation de couple et comment
à la fois l'enfant impacte cette relation et la relation des parents impacte la vie de l'enfant. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire pourquoi l'arrivée d'un enfant, et on parle souvent du premier, mais je pense qu'il s'agisse du premier, du troisième ou du cinquième, pourquoi l'arrivée de cet enfant chamboule-t-elle autant l'équilibre d'un couple ? Alors d'abord, ma première idée en accueillant votre question, c'est imaginer que quelqu'un vienne vivre entre vous, chez vous, tous les jours. Que ce soit un enfant, un voisin, un oncle, une tante, ou un cousin, une cousine. De toute façon, c'est quand même un vrai raz-de-marée parce qu'on n'est pas nombreux dans nos petites sociétés occidentales. Là, nos familles nucléaires sont composées par peu d'individus. La densité démographique familiale est plutôt faible en dehors de nos deux familles, chère Swazik. Globalement, il y a peu d'enfants par famille et puis on vit comme ça un peu en huis clos. Donc évidemment, en soi, c'est un événement de cohabiter avec quelqu'un. Alors si en plus on ajoute à cette première étape le fait que ce petit quelqu'un est totalement dépendant de nous, nous aspire tout ce que nous possédons en termes de ressources psychiques et physiques. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, mais quand même c'est extrêmement fatigant, et plus ils sont petits, plus ils sont fatigants, et qu'en plus on l'aime passionnément bien souvent, ce petit être-là, hein, on l'aime passionnément des deux côtés, et il convoque tout le paysage de ce qu'on a reçu antérieurement de la part de nos environnements respectifs. Alors là, quand même, on se dit que c'est vraiment tout est réuni pour que ça flambe, quoi, hein, que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors voilà, avoir un enfant, c'est à la fois une aventure absolument merveilleuse et absolument épuisante. Et de toute façon, elle remet tout en question. Parce que l'amour est très fort et parce que il nous réquisitionne immensément. Est-ce qu'on n'a pas quand même aujourd'hui une tendance à mettre limite trop d'énergie, trop d'attention, apporter trop d'attention à nos enfants, quitte à s'oublier soi-même, à oublier son couple. Nous, ici, dans Amour Toujours, il y a un mantra qu'on a, c'est faites de vos couples une priorité. Et moi, l'image que j'aime bien, c'est de dire qu'en fait, le couple, il est au centre et que les enfants, ils viennent graviter autour. C'est pas une image qui est toujours bien accueillie, mais moi, en tout cas, c'est ce en quoi je crois. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Je suis absolument, totalement d'accord, à la fois sur cette assertion que d'abord il y a le couple et que les enfants arrivent ensuite. Ça, c'est absolument certain pour moi. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je dirais même que c'est absolument ce que les enfants attendent qu'on leur donne comme place. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un phénomène tout à fait préoccupant qui se déploie, c'est celui de l'indistinction des postures générationnelles. Moi, j'en parle quand on me donne l'occasion, parce que et notamment évidemment beaucoup avec mes collègues, on partage ce constat d'une grande insécurité des enfants causée par le fait qu'on leur octroie un statut décisionnaire de manager, de co-management de la famille là, qui en fait c'est comme si on les habillait dans des habits beaucoup trop grands pour eux, et ça génère en eux une immense insécurité parce qu'ils n'ont pas la maturité de pouvoir manager quoi que ce soit à part à peu près la gestion de leurs désirs, quoi, et l'orientation de leurs désirs, et encore, hein. Donc ça les rend très malheureux en fait. Et l'intention des parents est bonne, c'est de leur donner du pouvoir, mais en fait les enfants n'ont aucune envie d'avoir du pouvoir. Comme le drogué n'a aucune envie d'obtenir sa drogue. En réalité, ce qu'il veut, le drogué, c'est qu'on lui permette un sevrage, c'est que coller à l'expression du désir d'un sujet n'est pas forcément une voie de satisfaction pour lui, quoi. Et fondamentalement, si les enfants donnent l'impression d'aspirer à être des petits chefs et à faire la loi à la maison, et tout parent ayant eu un enfant reconnaîtra ce petit ton autoritaire qui prendra à un moment donné, etc. En réalité, ou alors, je sais pas, ces enfants qui disent à leurs parents, mais vous vous êtes déjà trompés entre vous, hein? Où je peux venir dans votre lit la nuit, etc. Si les parents disent écoute, ça te regarde pas, tu le sauras jamais, hein, mais l'enfant est immensément rassuré par cette réponse, parce qu'à la fois il a envie de savoir, et fondamentalement par-dessus cette envie de savoir, il a surtout envie de ne pas savoir. Mais les parents seuls peuvent le protéger de cette tentation pulsionnelle, de cette pulsion d'emprise et de cette aspiration primaire là de prendre le pouvoir. En réalité, il y a un autre désir plus grand dont il n'est pas conscient, mais qui le rassure tout de suite quand on le lui offre, hein, c'est celui d'être remis à sa place d'enfant.
Pourquoi ? Parce que ça lui permet la pulsionnalité, l'insouciance, la légèreté. Quand on est un enfant, on n'a pas envie d'avoir ce pouvoir. On a envie d'être un enfant. Chaque chose en son temps. Et quand il aura mûri, il pourra prendre des décisions. Donc pour vous, un enfant à sa place dans une famille, c'est un enfant pour qui ce sont les parents qui vont décider, c'est les parents qui vont mettre les règles, c'est les parents qui vont mettre l'autorité. Ça, c'est une place qui est bonne pour un enfant. Oui, et puis surtout, il faut qu'il y ait des espaces et des temps dédiés au bien-être des parents dans lesquels les enfants n'ont pas à venir interférer. Bon, alors, évidemment, je dis pas qu'il faut brimer tous les désirs des enfants. On peut leur demander s'ils préfèrent un yaourt à la nature ou à la vanille. On peut leur demander si ils préfèrent aller à la piscine ou aller au parc. Ça, c'est si nous, ça fait pas de différence pour nous et eux, ça les met en joie, évidemment. Il faut tout à fait leur laisser des marges de manœuvre, mais qui correspondent à des choix d'enfants. Quand on demande aux enfants où ils veulent partir, s'ils veulent aller déjeuner chez les grands-parents, enfin, je parle des enfants petits. Bon, tout ça, je trouve que c'est pas, enfin bon, évidemment, ça dépend des 10 grands-parents, hein, mais globalement, c'est trop pour eux. Et moi, ce qui me préoccupe, honnêtement, là, en ce moment, de façon extrêmement grandissante, et on en parle évidemment beaucoup avec les collègues, c'est cette façon que les parents modernes ont de mêler leurs enfants à leur vie d'adulte et de se mêler eux-mêmes à leur vie d'enfant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Noémie rentre de l'école, fait la moue et sa maman lui dit « Comment s'est passée ta journée ?» Elle dit « C'était pas drôle, mes copines ont pas été gentilles avec moi, Agathe m'a dit ça, alors j'ai mis ça dans les affaires de Fatia pour me venger parce qu'elles sont copines entre elles et du coup après elle va gagner, etc. » Bon, des histoires d'enfants, quoi. Et là, la mère ou le père, hein, qui prennent ça comme un événement politique international, quoi, et entrent dans l'énigme, coach l'enfant dans le détail, lui dit mais t'as qu'à lui dire ça et puis demain tu pourrais lui dire ça. Tout ça, ça va pas du tout. Il y a un moment où il faut lâcher l'enfant pour qu'il apprenne à dormir tout seul. Il y a un moment où il faut lâcher l'enfant pour qu'il apprenne à gérer ses interactions avec les autres tout seul. Et si vraiment ça ne se régule pas, ça signe quand même un désordre dans les relations qu'il faut aller explorer chez le psy, qui remet certainement en scène des problèmes relationnels avec les parents. Mais en tout cas, ce collage aux aventures relationnelles extra-familiales par les parents me semble tout à fait insécurisante et pas outillante pour les enfants. Et l'autre phénomène que j'observe et qui me semble vraiment tordu aussi et qui plonge les enfants dans un grand désarroi, une grande immaturité et une grande insécurité, c'est que les parents les mêlent complètement à leur vie d'adulte. Alors, moi j'ai 48 ans, nos enfants maintenant à mon âge sont des grands ados, et il n'y a pas une fête d'amis à laquelle j'aille sans qu'il y ait tous les ados mélangés avec les parents. Alors, et les ados invitent leurs copains, etc. Alors, bien sûr, il y a des fêtes intergénérationnelles, notamment familiales, que je trouve formidables. Mais quand ce sont des soirées, quoi, hein, des soirées d'adultes entre eux, quoi, et que les jeunes se mêlent aux conversations intimes entre les amis d'une cinquantaine d'années, etc., je trouve tout gênant. Pourquoi ? Parce que je connais par ailleurs ces enfants et que je sais que d'une part, ils ont des traits d'immaturité caractéristiques et qu'ils sont globalement très anxieux, très angoissés. Alors que quand il y a des troupeaux de parents du même âge qui passent leur soirée de cinquantenaire, de quarantenaire ou cinquantenaire, avec leur intimité d'amis quarantenaire ou cinquantenaire, quand même, on a aussi une intimité qui est de notre âge, quoi. Parler du couple, etc. Ça se fait entre nous, quoi. Hein. On va pas mêler nos ados à ces considérations-là. Et quand il y a des troupeaux d'ados qui vivent leur insouciance, leur ton, et qui font vivre leurs codes sociaux, leurs références culturelles, etc., je trouve que tout le monde va beaucoup mieux. Je l'observe. Bon, c'est peut-être certainement pas exhaustif, mais ça m'interpelle. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit ce climat incestuel, comme on l'appelle, c'est-à-dire avec une indistinction des postures générationnelles qui est de plus en plus flagrante, quoi. Avec aussi des mères célibataires qui racontent leur vie beaucoup à leur enfant aîné, qui embarquent leur fils aîné dans une espèce de substitution maritale échouée, et après ça fait des enfants qui ont beaucoup de mal à se construire leur propre vie amoureuse.
Bon, c'est tout ça. Je trouve que c'est exponentiel et donc ça me fait associer. Je pense qu'on peut se dire que pour ceux qui écouteront l'épisode, que ce soir ou dans le week-end, ils se posent la question, seul et à deux, quelle place est-ce qu'on donne à nos enfants dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Au moins en être conscient et peut-être pouvoir en discuter, débattre et justifier, mais en tout cas être conscient de la place qu'on donne effectivement à nos enfants et de ce que ça peut générer chez eux, si on est capable d'avoir le recul suffisant pour le voir. Alors, vous le dites, et nous, on le dit ici beaucoup aussi, des parents heureux, ça génère des enfants heureux. Mais cette affirmation, elle n'est pas toujours bien reçue parce que les parents, et ça peut se comprendre, peuvent se sentir mis en position un peu de fautif si leurs enfants ne sont pas heureux. Elle peut être culpabilisante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette affirmation? Je ne sais pas si on peut appeler ça une affirmation d'ailleurs, de ce postulat peut-être. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pensez chacun là à vous, enfant, et est-ce que vous avez apprécié et si vous ne l'avez pas eu, est-ce que vous auriez aimé? C'est très simple. Est-ce que vous imaginez être enfant et se lever le matin avec des parents qui rigolent, qui se coursent dans l'appart en s'envoyant de l'eau avec la brosse à dents, qui se réjouissent le soir en revenant de se retrouver, de projeter des occasions de réjouissance. Ce week-end, est-ce qu'on invite les bidules? Est-ce que vous voulez faire une pyjama party? Est-ce qu'on part en vacances ici? Est-ce que on accueille un petit chat? Voilà, la vie de famille, en fait, la teneur des interactions en famille devrait être rivée sur des perspectives sympathiques. Ça coûte pas forcément d'argent de faire un gâteau au chocolat, d'en faire 2, d'inviter la voisine avec laquelle jouer, d'aller au parc, d'aller à la piscine municipale. Tout peut être source de grandes réjouissances. Alors évidemment que ça met de la pression à ceux qui n'y ont pas accès. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les parents ont oublié ce postulat. Et c'est à ça que sert la circulation de l'information, la communication médiatique, etc. Bien sûr que ça n'est pas une invective, une injonction au bonheur. Ce serait complètement tordu de la part d'une psy. Moi, je suis psy, donc je résous des problèmes de malheur toute la journée. Je suis dans le malheur. Je m'imagine mal dire à des gens, à des patients profondément déprimés ou délirants qui essayent de lutter contre des mouvements de désorganisation psychique. Je m'imagine pas leur dire allez, un peu de fun là, un peu de fête, mettez la salsa, poussez les tables et danser. Non, mais il y a aussi beaucoup de parents qui ont une potentialité de joie et de légèreté et qui l'ont oublié, qui ont glissé dans d'autres types d'injonctions, de type éducation positive, abnégation, ou je ne sais quoi. Bon, et en réalité, ce que nos enfants nous demandent le plus vigoureusement et que nous avons demandé, aurions aimé obtenir de la part de nos parents, c'est la joie au quotidien. Que les parents soient contents d'être là, dans ce boulot, dans cette maison, avec ce partenaire et cet environnement. Voilà. Donc faites swinger le quotidien. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous êtes heureux, ça retentit sur votre enfant. Ouais. Et dans les exemples que vous donnez, ce qui me marque, c'est que c'est une joie partagée, en fait, les exemples que vous donnez. C'est pas seul chacun sa joie. C'est que il faut que ça rayonne sur l'ensemble de la famille et qu'on emmène les enfants dans notre propre joie. Par exemple, je sais pas, je pense à quelque chose, si on organise une fête à la maison, évidemment, nos enfants n'y sont pas conviés et qu'ils monteront dans leur chambre ou iront dormir ailleurs, mais au moins peut-être les mettre dans les préparatifs de cette fête pour qu'ils sentent que il y a quelque chose qui va se passer de joyeux, même si après. Mais de toute façon, même si ils participent pas aux préparatifs, ils nous sentent habités par la joie qui entoure cet événement et voilà, avoir envie d'une fête, c'est un signe de joie déjà. Bien sûr. Mais j'ai écrit j'ai fait une chronique sur France Inter qui est maintenant dans mon livre Guide des parents d'aujourd'hui, qui s'appelle Le salut vient du lien. Ça ressemble un peu à un prêche chrétien, d'ailleurs, ça me fait sourire. Parfois, j'ai l'impression d'être un prêtre. Et c'est ça, le salut vient du lien indiscutablement. Le bonheur, le vrai bonheur nourrissant, ne peut venir que de la relation à l'autre. Et les temps de solitude, de satisfaction solitaire ne sont possibles que si on a fait le plein, entre guillemets, d'une relation ou de plusieurs qui soit vraiment nourrissante pour chacun. Et pour vous, pas l'inverse. C'est pas le fait d'avoir nourri d'abord une relation solitaire, un bonheur solitaire, qui s'emmène
dans une relation à lien, c'est l'inverse. Non, et chronologiquement, ça ne peut que se vérifier par la dépendance absolue du nourrisson. Le nourrisson, vous le laissez tout seul, on connaît les expériences observées par Spitz, qui étaient malheureusement pas des expériences, des observations dans les orphelinats roumains dans les années 50 ou 60. Non, ces bébés, sans amour, alors qu'ils avaient de quoi se nourrir, qu'ils étaient changés, etc., ils mouraient psychiquement et ou physiquement. Non, le petit homme a viscéralement besoin d'amour. Sans ça, il périt, il meurt. Vous dites le petit homme, mais est-ce que il y a une période de vie, il y a un âge auquel on en a moins besoin, vous pensez ? De celui de ses parents, en tout cas. Oui, des parents, bien sûr. En fait, peu importe d'ailleurs l'identité de ceux qui aiment, ça n'a absolument aucune importance. Combien d'enfants ont été élevés par leurs grands-parents, des familles d'accueil et sont absolument pleins à ras-bord d'amour pour toute la vie. C'est comme un patrimoine, l'amour reçu dans la petite enfance. Plus on en a reçu, plus c'est comme de l'essence dans une voiture. Plus on en a reçu, plus on peut voyager ensuite loin, longtemps et sans se retourner. Ok, je suis en train de me demander jusqu'où mes enfants vont aller, du coup, en même temps que vous parlez. Alors, on en vient au sujet avec lequel je suis venue vers vous pour vous inviter sur ce podcast. C'était l'impact des tensions au sein du couple sur l'enfant. Quand je parle de tension, alors je parle aussi bien de la dispute classique et un peu légère, l'énervement entre les deux membres du couple, alors que les enfants sont à côté, mais aussi les tensions qui peuvent être régulières, qui peuvent être dans lesquelles il y a des mots blessants qui peuvent être échangés ou les porte-claques. J'exclus par contre toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales ou physiques, parce que là, pour moi, c'est encore un autre sujet. Parce qu'en fait, on s'en doute, ou alors parce qu'on l'a vécu enfant, on sait que c'est douloureux pour un enfant de voir ou d'entendre ses parents se disputer. Pouvez-vous nous dire ce qui se joue à ce moment-là pour l'enfant ? Déjà, je voudrais dire que il faut pas évoluer dans un fantasme d'abrasion totale des conflits. C'est pas mal que l'enfant voit que parfois papa et maman peuvent ne pas être d'accord, débattre, se disputer un peu, mais légèrement, quand c'est un petit coup comme ça d'agressivité qui circule une fois par mois, aucun problème. À partir du moment où ça prend pas des proportions dingues, qu'ils se rendent compte que 3 minutes après c'est oublié, que ça n'a pas de conséquences, il a pas peur, quoi. Quand les conflits sont récurrents, quotidiens et lourds, et vraiment attentent au bonheur des parents, là, vraiment, c'est le sol qui se fissure en deux sous les pas de l'enfant. Et j'ai envie d'ajouter, Swazik, et c'est pour ça que d'ailleurs que votre invitation m'a séduite et m'a donné envie de prendre la parole, que c'est la pire gangrène de la vie psychique des enfants. C'est pas rien, ce que je dis. Dans les passés des très grandes souffrances infantiles, il y a la haine parentale. Alors, ce sont des guerres plus ou moins ouvertes, plus ou moins chaudes. Il y en a aussi de froides qui sont redoutables. Des parents, par exemple, forcés de rester ensemble à cause d'une pression culturelle et qui donc ne se posent pas la question d'une séparation et qui vraiment sont incompatibles, ne peuvent pas s'aimer et qui restent ensemble. Et alors ça, vraiment, c'est redoutable. Et j'avais écrit mon podcast sur la séparation que j'introduisais par une forme d'apologie du droit de se séparer quand vraiment la vie n'était plus possible ensemble. Parce que souvent, on entend ce mythe-là du divorce qui ferait mal à l'enfant. Mais c'est tout à fait faux. Ce qui fait mal à l'enfant, c'est d'avoir des parents qui se détestent et qui vivent sous le même toit et qui, tous les jours, lui montrent le spectacle de la désolation, de la dépulsionnalisation, de la hargne froide et du renoncement. Et quand des parents disent à un enfant « Écoute, là, on a décidé de se séparer, on s'est aimé très fort, ça avait énormément de sens pour nous d'être ensemble pendant tout le temps de notre union, on t'a mis au monde, c'est vraiment notre plus grande joie et la preuve qu'on a bien fait. Et ça restera toujours comme le souvenir de notre amour. Mais là, on sent qu'on se rend plus heureux et on a vraiment envie d'être heureux, en fait. Et montrer à l'enfant l'arrachement à une homéostasie, un équilibre délétère et vraiment dans lequel on est empêtré et dont on n'arrive pas à se sortir,
c'est une très grande leçon de vie pour les enfants. Ça leur montre la voie du courage et de... Alors, évidemment, je sais que votre émission est en faveur de l'idée, L'amour défend durable, l'idée oui. que le couple, voilà. Mais vous savez, honnêtement, je trouve que c'est une façon de faire durer l'amour, de se séparer en restant très alliés autour de l'enfant, parce que c'est un mariage à vie, faire un enfant. On est embarqué jusqu'à notre dernier souffle, et ça lie les destins de façon inéluctable, bien plus qu'un pacte de mariage, un contrat de mariage à la mairie. Donc, quoique le contrat de mariage reste aussi, je crois. Là, vous voyez, on est allé dans un peu l'extrême du couple qui ne se supporte plus. Et si on est sur un couple qui n'envisage pas la séparation parce que malgré tout, ils s'aiment, mais que il y a un problème de communication. Nous, on a des amis autour de nous où c'est leur caractère qui font qu'ils s'emportent, ils s'emballent, ils se parlent mal. Pour autant, ils ne pensent pas du tout à divorcer, mais dans leur communication, parfois, on est choqué avec Arnaud. On se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent se parler comme ça, être aussi... alors que vous leur parlez en tant qu'amis, ce sera pas du tout le cas. Mais ça, c'est hyper intéressant. Alors évidemment, ça réactive des schémas de communication parentale vécus chez les grands-parents. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est dire à l'enfant et aux parents d'ailleurs, je fais la part des choses entre l'intensité de la forme et l'intensité du fond. C'est-à-dire que parfois, il y a des couples qui vont très bien, qui sont en très bonne santé, qui se rendent très heureux, qui sont très équilibrés ensemble et qui s'attaquent verbalement constamment. Alors, avec parfois une grande crudité et une grande intensité. Et donc là, généralement, ces couples ont l'air très épanouis. Enfin, je veux dire, chacun des deux membres a l'air très épanoui dans sa vie. Ils continuent à rire ensemble, etc. Et là, c'est comme une banalisation de l'agressivité, quoi. Mais c'est que de la forme. Et quand l'enfant, parce que l'enfant est pétrifié autant par... Enfin, c'est la forme qui le pétrifie, l'enfant, quoi. Même si le fond est bon, même si le couple va bien, fondamentalement se rend heureux, quand ils se disputent comme ça continuellement, qu'ils le prennent à partie, qu'ils le rendent médiateur, etc., l'enfant est pétrifié tout autant que si c'était une vraie haine sourde et viscérale. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est aider l'enfant à symboliser ces deux scènes différentes. Je dis, mais en fait, papa et maman, je dis ça toujours devant les parents, je dis, mais ils s'aiment beaucoup, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils râlent autant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des gens qui se détestent et qui n'ont pas un mot plus haut que l'autre. C'est ces vieilles familles là où il faut absolument s'entendre, où on n'a pas le choix de communiquer, de se dire les choses, où il y a des passages à l'acte les uns derrière les autres. Chez l'un et l'autre, du coup, a renoncé à aller communiquer avec l'autre parce que c'était trop lourd, parce qu'il est trop écœuré, parce qu'il lui a fait vivre, etc. Et alors eux restent comme ça, ils ont l'air impeccables et en fait ils se détestent, ils ne s'adressent pas la parole. Et c'est terrible aussi parce que là, l'enfant, si on lui demande est-ce que papa et maman s'entendent bien, il va vous regarder, vous dire bah oui, puisqu'il n'y a pas de dispute. Et nous, là aussi, on aide à symboliser ce froid glacial qui, évidemment, le pénètre par tous les pores de la peau, mais inconsciemment, puisqu'il n'a pas les moyens d'agripper un fait relationnel violent pour se dire mes parents se détestent. Donc, qu'est-ce que c'est le travail du psy? C'est d'aider à symboliser cette réalité par la mise en mots qui lui permet du recul et qui permet donc de ne pas rejouer éternellement les mêmes schémas. Parce que c'est ça le vrai danger de ces environnements conjugaux, parentaux inadaptés, c'est la remise en scène non symbolisée de ces scènes, quoi. Voilà, ça c'est terrible. Mais donc voilà, il y a des enfants à qui je dis tes parents se disputent tout le temps, mais en fait ils s'adorent et il ferait mieux de parler moins fort, s'il y avait moins de volume, tout serait parfait, Donc je dis évidemment, j'encourage évidemment les parents à arrêter de crier et à se parler de façon plus posée. Mais c'est hyper intéressant. Par exemple, je me souviens d'un couple. Enfin, je sais plus si c'était un papa ou une maman que j'ai interrogé sur la façon dont ses propres parents se parlaient, et il énonçait un habillage verbal, mais qui était complètement superficiel. Par exemple, une scène où, enfin vous allez reconnaître ça, c'est universel, le monsieur va chercher le pain à la boulangerie, d'accord, et il revient, voilà. Mais au lieu de faire ça, c'est très simple, il prend des sous, il va à la boulangerie, il achète son pain, il revient.
cet homme ne pouvait pas s'empêcher de dire mais Jacqueline, mais il y a jamais de monnaie, c'est quand même incroyable, c'est pas très compliqué de faire la monnaie. Et après, il partait, il dit, il y a plus ce pain là, j'ai pris ça, ça a l'air dégueulasse, etc. Et puis, voilà. Et en fait, et donc, j'avais aidé ce parent à prendre du recul. J'ai dit, mais en fait, il est juste allé chercher du pain, mais il peut pas s'empêcher de râler en allant chercher du pain, quoi. Et il m'avait dit, le papa, ben oui, c'est ça. J'ai dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de pas s'aimer, de pas aimer sa femme. C'est juste qu'il sait pas faire autrement que râler, et elle est le réceptacle de sa mauvaise humeur chronique, quoi. Et on avait redécouvert qu'en fait, ce couple s'aimait, mais ne savait pas communiquer. Et c'est souvent des habillages culturels. Voilà, c'est des habillages culturels qui se rejouent, quoi. Voilà. Ou alors, au contraire, ce sont des couples froids. Et mais comme il n'y a pas de prise pour dire qu'ils se détestent, et ben l'enfant n'a pas réussi à symboliser ça. Et quand moi je dis mais en fait ils se détestent ces deux parents là qui ne vivent rien, qui n'ont aucun projet, qui ne partagent rien, qui ne se parlent pas, qui ne se regardent pas, mais ils ont un profond mépris l'un pour l'autre. Ils se sont blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là ce sujet-là de tout âge peut réaliser qu'effectivement c'était pas un couple, quoi. C'est intéressant, hein. Mais vous pensez qu'un enfant, parce qu'on dit quand même souvent que les enfants ressentent tout, qu'ils peuvent être dupes d'un couple comme ça qui ferait semblant? Non, mais ils peuvent être pris dans la dissociation entre la réalité palpable, les affects qui tournent autour de la famille, et le discours. Parce que ce couple-là, si vous allez le voir et que vous dites « ça va, vous deux ?» Ils vont dire « ah oui, oui, très bien ». Et ils vont brandir leurs 50 ans de mariage, leurs 40 ans de mariage. Ils vont brandir des faits comme ça derrière lesquels ils se cachent, qui sont la valeur dans laquelle ils ont été élevés. Par exemple, effectivement, la durabilité du couple, quoi. Ah bah oui, ça fait ça. On va fêter nos 50 ans de mariage. Bah oui, mais enfin, quel mariage? Enfin, c'est hyper intéressant, ça. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les enfants, ils ressentent ce qui se passe dans le couple? Moi, des fois, je parle avec des amis ou des couples que je suis, et je leur dis, si vous faites pas un chemin pour votre couple, parce que aujourd'hui vous n'avez pas envie, faites-le au moins pour vos enfants, parce qu'en fait vos enfants ils ressentent ce que vous vivez dans le couple. Mais pas du tout. Alors là, je peux te dire qu'on les épargne, ils ne s'en rendent pas compte. J'ai envie de dire plein de choses là. J'adore vos questions, Swazik. Moi, j'adore vos réponses. Vraiment, j'adore vos questions. D'abord, je voudrais dire quelque chose, c'est que ce que l'enfant voit du couple de ses parents, ça n'est pas seulement son environnement proche quotidien et les gens qu'il aime le plus, hein. Le couple parental, enfin le lien entre les parents, c'est la raison d'être au monde de l'enfant. C'est de cet amour qu'il est né, qu'il a été conçu. Et donc, c'est tout l'édifice de sa construction repose sur ce paysage. Et donc, la construction de l'édifice de son estime de lui-même en particulier. Ça, je le dis beaucoup dans mes podcasts et donc dans mon livre Guide des parents d'aujourd'hui. Pour comment, dans le chapitre comment leur donner confiance en eux, je dis que, et ça se vérifie toujours, dire du bien de l'autre parent, c'est retentir directement sur le narcissisme de l'enfant. Quand un enfant entend « ta mère est une merveille », il se dit « je suis l'enfant d'une merveille ». Quand une mère dit du père de l'enfant « j'ai aimé ton père tout de suite », l'enfant se dit « je suis l'enfant de quelqu'un d'aimable tout de suite ». Et si au contraire, la mère dit du père « c'est un pervers », l'enfant se dit « je suis l'enfant d'un pervers ». Si le père dit de son ex-femme « ta mère est une folle » ou de sa femme actuelle, l'enfant se dit « je suis l'enfant d'une folle ». Donc, on ne peut pas décorréler le paysage qu'offre avoir le couple de l'estime qu'a l'enfant de lui-même. C'est dire à quel point c'est viscéral sur le plan de la construction pour cet enfant, hein. Voilà, ça c'est fondamental. Et puis, votre question m'avait fait arriver aussi à une autre considération que j'ai tout à fait oubliée, mais qui va me revenir sans doute. J'espère. Oui, mais ils sentent tout. Vous me demandiez s'ils sentaient tout. Oui, évidemment. Ah oui, je sais ce que j'allais dire. Quand moi je sens, quand des parents arrivent et rament depuis des années et se détestent depuis tout aussi longtemps,
je leur dis, bon, est-ce qu'il y a un espoir pour que ça aille mieux? Est-ce que vous voulez que je vous donne des coordonnées de thérapeute de couple? Et ils me disent, on a déjà fait 3 ans, c'est une catastrophe et tout. Je dis, bon, bah, donc là, il est peut-être temps de vous séparer. Donc moi, je peux balancer ça au bout de 20 minutes d'entretien après avoir rencontré les parents, hein. Quand l'enfant est pétri de symptômes de dépression et que je suis obligée de dire, mais j'ai l'impression que ça va pas du tout entre vous. Vous êtes d'accord sur rien, comment ça se passe, etc. Et que les parents sont radicaux comme ça. Je peux tout à fait dire, écoutez, il me semble que la sagesse serait d'envisager une rupture qui vous libérerait, en fait, de cette lourdeur familiale qui retentit manifestement sur votre enfant. Et donc là, pour les convaincre, parce que les gens ont peur de changer de vie et on les comprend, hein, la précarité matérielle, la solitude, tout ça est angoissant, surtout quand on a plusieurs enfants. Et donc, je leur fais miroiter le spectre de ce que doit être une vie de couple. À quel point c'est réjouissant et nourrissant. Et donc, je déballe comme ça ces considérations. Je leur dis, mais est-ce que vous vous souvenez que aimer la personne avec laquelle on vit, c'est être content de se réveiller le matin pour aller renifler ses cheveux, son cou, se frotter contre lui, se dire un mot marrant, avoir un café qui arrive au lit, que après c'est rire ensemble des petites bêtises que les enfants nous font vivre, de l'incongruité de leurs mots, de leurs actions. Après, c'est avoir hâte de se retrouver le soir pour se raconter ce qui s'est passé dans la journée, se faire beau, belle, avant de retrouver l'autre, être surpris par, je sais pas, des nems qui arrivent en entrée parce que maman passait devant le magasin chinois, papa qui arrive avec des fleurs du bureau qui étaient restées là et qui servaient à rien. Enfin, être content de se parler, dire aux enfants, taisez-vous, on se parle, on a trop de trucs à se raconter. Les enfants exultent évidemment de voir ça. Et encore une fois, faire des projets. La santé du couple, c'est aussi cette pulsion de vie tournée vers l'extérieur, cette dynamique qui mène à faire des projets, à échanger. Et en fait, quand les gens se détestent, quand les couples n'en sont plus, non seulement il n'y a plus ça, mais il y a beaucoup de conflits bêtes qui reposent sur des choses bêtes, mais parce que chacun est triste et frustré d'être dans cette situation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de les séparer pour libérer l'espace pour ce schéma qui doit être retrouvé quand il a été perdu. Oui, on peut leur souhaiter de le retrouver au sein même de leur propre couple. Alors là, je parle de situation, évidemment, c'est ma première idée, mais je respecte infiniment les affects. Et si les gens ne s'aiment plus et qu'ils ont tout essayé avant et que là, vraiment, ils s'enlisent dans la dépression familiale et que ça a un retentissement sur l'enfant, évidemment, je peux pas me priver pour l'enfant de faire miroiter cette option. Alors en plus, vous êtes thérapeute de couple et moi, je suis psy pour enfants. Donc moi, je cours pour l'enfant, moi. Alors moi, je suis pas thérapeute de couple. C'est Marie-Lise qui fait le podcast avec moi, qui elle est thérapeute de couple. Voilà, moi j'ai fait des études de psychologie, mais voilà, ouais. Je suis pas. Après, je me suis dirigée vers le droit, donc j'ai choisi finalement le droit, mais j'exerce pas en tant que. Mais je suis à bonne école avec Marie-Lise, pour le coup, qui travaille avec moi. Très informée. Eh ben parce que je voulais être psychologue pour enfants à la base, donc voilà, c'est une matière que j'ai beaucoup travaillé, que j'aime, mais finalement le droit m'a rattrapée. Il fallait quelque chose de plus carré pour mon esprit. Et puis pour le coup, j'ai fini, vous voyez, là, à créer un média et des outils de communication pour le couple. Donc finalement, peut-être que tout s'est mélangé. Est-ce que vous diriez qu'il y a des bonnes pratiques de la dispute? Donc on l'a dit, on peut se disputer devant nos enfants parce que parfois ça arrive et qu'il faut pas non plus leur faire croire que tout est rose, tout est beau tout le temps. Nous, pour donner un exemple, on nous avait conseillé il y a longtemps, donc en disant effectivement ça arrive de se disputer devant ses enfants, mais quand ça a été fait, il faut aussi que les enfants voient après qu'il y a eu en fait une démarche de pardon, donc que le couple est dans la paix et même qu'il s'est demandé pardon, qu'il y a eu cette démarche. Donc c'est pas forcément toujours facile à faire, mais j'avoue que j'avais trouvé le conseil plutôt judicieux. Parce que oui. C'est vrai qu'on le sent. Si on observe nos enfants, quand on hausse le ton, on hausse la voix, surtout s'ils n'ont pas trop l'habitude, on sent comme d'un coup ça physiquement sur eux. Ça les tend, ça les angoisse terriblement, bien sûr. Oui. Alors ma première idée en vous écoutant, c'est on se dispute pas devant les enfants, on se dispute. Enfin, je parle pas de débat. On peut débattre avec passion et sublimer sa pulsion agressive comme ça, un peu, voilà. Mais les vraies disputes, c'est quand les enfants sont couchés ou ailleurs. Vraiment, il faut épargner l'enfance, il faut la préserver. Elle doit être respectée pour sa portion insouciante, etc. Pourquoi ? Parce que les enfants traversent des conflits de développement extrêmement réquisitionnants et que on n'est pas censé les effracter de nos problèmes. On est censé constituer une matrice éducative contenante
stable, sereine, qui peut accueillir leur propre conflit de développement. Je vous rappelle que l'enfance, c'est traverser la construction d'un socle identitaire, d'une sécurisation affective, d'un narcissisme, donc de limites éducatives, d'un complexe d'Oedipe. Tout ça, c'est extrêmement réquisitionnant. Et après, je parle pas de la zone sismique qu'est l'adolescence. Donc, il faut absolument qu'on leur foute la paix, en gros, hein, et que nous, on aille régler nos problèmes ailleurs. La scène des parents, c'est la scène des parents. La scène des enfants, c'est la scène des enfants. Elle est bien suffisamment chargée comme ça. L'autre conseil, donc c'est pas devant les parents, les enfants. Et le deuxième conseil, c'est si possible distiller de l'humour. L'humour offre de la hauteur et rassure l'enfant. Si on peut dire à son mari ou à sa femme, enfin à son compagnon, sa compagne, un truc du genre, une blague pour ponctuer le conflit, l'enfant, ça le rassure, quoi. De toute façon, t'as jamais rien compris. Regarde, tu sais même pas renverser les petits Suisses. Ça fait, je sais pas. On fait une blague qui désamorce le premier degré du conflit. Et là, l'enfant, il respire. Il se dit, c'est bon. Tant qu'on peut se marrer, c'est que rien n'est grave. Ouais. Bon, il faut être sûr que ça désamorce et que ça remette pas de l'huile sur le feu aussi. Il faut bien qu'on connaisse celui qui est en face oui, et se dire, là, voilà. Oui, bien sûr, je parle d'une famille qui a quand même un peu accès à l'humour, quoi. Oui. Ouais, bien sûr. Et quand on est un couple en crise, est-ce qu'on en parle à ses enfants? On l'a dit, ils le sentiront, mais est-ce qu'on leur explique quand même les choses? Est-ce qu'on leur dit ce qu'on est en train de traverser? Pourquoi on traverse ça? Quelles sont les limites de ce qu'on peut leur dire, de ce qu'on peut pas leur dire? Super question aussi, vraiment super question. Quand c'est une crise légère, on se tait. Encore une fois, il faut vraiment préserver l'insouciance des enfants. Quand c'est une crise lourde, on dit et qu'on sent surtout, moi je pars toujours des symptômes de l'enfance. Quand on sent que l'enfant est parce que ça signe un déséquilibre, hein, quand l'enfant commence à être un peu symptomatique, un peu lourd, un peu triste, qu'il se replie, qu'il est soucieux, qu'il mange moins, qu'il dort moins bien ou des choses comme ça, ou qu'il veut pas aller chez les copains parce qu'il a envie de surveiller que papa et maman s'entendent bien. Là, on prend la parole, évidemment, et on dit avec beaucoup de tendresse et une certaine légèreté pour pas l'inquiéter. Bon, en ce moment, papa et maman se disputent un peu, mon chat. C'est pas grave, t'inquiète pas. On essaye de résoudre le problème entre grandes personnes. Voilà. Donc il faut pas que tu t'inquiètes. On a pris rendez-vous avec un thérapeute pour parler. Puis on va voir tonton machin qui nous donne des conseils ou le prêtre bidule, le frère machin pour en parler. Enfin, t'inquiète pas, on s'en occupe. Voilà. Et là l'enfant, il respire. Et évidemment, si l'heure est à l'annonce de la séparation, là je vous renvoie encore à mon podcast ou à mon livre. Pour trouver les bons mots, parce que c'est très important. Ouais, c'est ça. On le rassure sur le fait qu'on se donne les moyens, en tout cas, de sortir de cette crise. On ne vient pas lui expliquer, quel est le sujet éventuellement ou ce qui. Non, surtout pas. Et surtout, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne une place dans cette histoire. Et encore une fois, c'est le grand problème actuel. C'est ces parents qui déballent l'intimité du couple, mais vous pouvez pas savoir. Là, récemment, une fille vient me voir, elle me dit « Maman a trompé papa ». Et du coup, il est mortifié et maman s'excuse et elles font en larmes à table. Non mais oh là 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 là. Mais oui. C'est n'importe quoi. Cette jeune fille à 14 ans, elle devrait se lancer dans sa propre vie amoureuse, dans ses fantasmes, ses émois amoureux légers, etc. Et quand je lui dis évidemment à elle, et toi, est-ce que tu as des sentiments amoureux? Elle me regarde et j'ai l'impression c'est comme si je lui avais demandé est-ce que tu as déjà mangé la planète Mars, quoi. Elle ne comprend même pas de quoi je lui parle. Pourquoi? Parce que ses parents lui ont volé cet espace. Tout simplement. Et moi, je suis pas d'accord pour qu'on vole un enfant. On vole pas un enfant. On lui laisse ce à quoi il a droit. Son insouciance d'enfant. Alors, c'est soulageant pour les parents, hein, mais ils ont des thérapeutes pour ça. Un enfant n'a pas à être le thérapeute de ses parents. Et ils ont des copains et des copines aussi, hein. Et s'ils sont pas capables de trouver des gens pour les écouter, qui s'offrent des soins psy. Enfin, mais c'est pas possible ce sacrifice là des enfants. Si on va dans un schéma plus classique, une famille apaisée, mais où il y a quand même des erreurs qui sont commises, où tout n'est pas parfait, dans quelle mesure ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu de nos parents va, alors notamment sur leur façon
de s'aimer et d'être en couple va influencer, va guider, peut-être même, je vais dire, contrôler notre façon d'être en couple? Les identifications sont massives, on va pas se mentir. On ne fait que rejouer toute notre vie. Alors parfois on rejoue de façon linéaire, parfois on transforme à l'opposé et on tombe dans l'écueil inverse. Et parfois on transforme à l'opposé, on tombe dans l'écueil inverse et du coup on retrouve le schéma d'origine. C'est quand même extrêmement déterminant l'enfance. C'est la raison pour laquelle je suis psy pour enfants d'ailleurs, parce que j'ai le sentiment que c'est à l'origine de tout. C'est un redoutable moule. Et même petit, les modalités de lien qui se nouent dans la famille sont rejouées, transportées à l'extérieur par les enfants. Alors on imagine l'impact dans le couple. Par exemple, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un couple maudit, là, comme je les appelle, qui n'arrête pas de s'engueuler tout le temps, qui s'attaque en permanence, etc., qui reste néanmoins ensemble et qui prend pour béquille un enfant, généralement l'enfant aîné de la famille, souvent le fils, parce que c'est la mère qui embarque le fils dans cette fonction. Ce sont eux, souvent, qui vont sacrifier leur vie amoureuse et rester à l'écart de tout engagement par crainte de rejouer les schémas. Voilà, d'autres vont replonger dans un lien avec des cris permanents. Ils vont trouver la femme qui s'énerve, qui est irascible, qui elle-même a eu des parents qui se disputaient beaucoup. Bon, on les voit beaucoup, ces couples, dans les consultations. Et puis, au contraire, heureusement, il y a des couples très calmes, très sympas, où la communication circule, où tout est sain, oxygéné, où chacun laisse la bonne distance à l'autre, où il n'y a aucun plaisir lié au conflit, que vraiment même une aspiration profonde à résoudre les problèmes pour en être dégagé. Ça, évidemment, c'est les familles de rêve dans lesquelles tous les enfants rêvent d'atterrir. Et alors, quand on a eu des parents comme ça, pour le coup, est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on a connu, ou est-ce que quand même il est essentiel, important, de se détacher du modèle que l'on a eu pour construire son propre couple et son propre modèle, que ça corresponde vraiment à ce qu'on est profondément? On peut toujours essayer de détacher, on y arrive rarement, et vous dites ce qu'on est profondément a quand même été largement moulé par ce qu'on a connu. Il y a pas malheureusement on est pas, c'est pas seulement l'habillage, le ton familial, c'est aussi souvent la structure. Ça agit sur la structure psychique des enfants, quoi. Donc évidemment ces enfants-là qui ont été bien aimés par des parents sains, qui ont su faire exister une relation tranquille et vivante, eh bien ceux-là, c'est des merveilles dans la vie amoureuse. Pourquoi ? Parce que dès que ça sent le soufre, ils savent s'en aller. Et donc il leur arrivera jamais rien de mauvais. Soit ils ont les moyens d'agir sur le couple et de l'assainir, de le maintenir sain, parce que l'autre nous suit dans cette opération, parce que lui-même a reçu les ressources pour ça. Soit ce sujet sain, sans qu'en face c'est trop tordu, trop mortifère, trop morbide, et qui a vraiment un plaisir de détruire et de ne pas résoudre les problèmes, quoi. Et là, celui-là s'en va, et donc il sera tranquille toute sa vie, parce qu'il sera jamais atteint par. Ouais, il saura se préserver. Exactement. Mais attendez, moi j'ai besoin d'être rassurée quand même. On peut se détacher du modèle parental qu'on a eu. C'est possible, ça, quand même, de ne pas... Enfin, pour prendre rapidement mon exemple, moi, j'avais des parents qui étaient quand même assez conflictuels, qui se disputaient assez régulièrement, soit devant nous, soit on les entendait quand on était couchés, et ça nous a vraiment marqué. Et pour autant, dans mon couple aujourd'hui, on se dispute assez peu avec Arnaud, je suis heureuse, et je sais que mes parents s'aimaient, et vous voyez, et alors, c'est sûr que... J'ai mis des mots sur ce que j'avais reçu. C'est des choses que j'ai comprises, que j'ai acceptées. J'ai vu une psychologue, mais pour autant, vous voyez, moi, je me sens plutôt libre. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous dites aussi que vos parents s'aimaient. On a fait la distinction tout à l'heure entre l'habillage et le fond. Il y a des gens qui s'aiment et qui s'engueulent, et il y a des gens qui se détestent et qui s'engueulent jamais. Là, quand même, ça circulait. C'était que la forme. Alors, c'était pétrifiant, c'était angoissant, mais vous avez quand même certainement reçu un modèle de couple parental qui s'aime et qui se fait du bien et qui s'équilibre mutuellement. Et ben donc, c'est pas rien. Et finalement, vous n'avez changé que la forme. Et donc, c'est pas un travail d'une si grande envergure. Vous voyez ? Et sans doute avez-vous connu par ailleurs des espaces, des aires,
où les relations étaient calmes, des couples de grands-parents. Et donc, vous avez pris ce que votre enfance vous a permis d'attraper comme ressource pour composer votre couple, votre personnage, et vous donner les moyens du couple que vous vouliez. Vous voyez? Donc, je veux pas être fataliste, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que c'est très puissant, quoi. Les modèles sont très puissants. On peut, évidemment, on a une marge de liberté, sinon je ferais pas ce boulot, ce serait trop déprimant, de transformation. Évidemment, j'y crois et j'essaie de le fédérer autant que possible. Mais c'est puissant, quoi. C'est puissant. Je voudrais juste relever quand vous m'avez dit que vous avez peut-être trouvé autour de vous d'autres sources où il y avait de la paix. C'est qu'il faut soigner chez nos enfants toutes les sphères dans lesquelles ils gravitent, faire en sorte déjà qu'ils n'aient pas que la famille, que leurs parents, mais qu'ils aient leurs activités autour, et quand même avoir un œil pour être sûr que ces univers différents dans lesquels ils vivent leur apportent de l'épanouissement, de la sérénité, de la confiance. Oui, encore une super question. Être parent, c'est offrir ce qu'on peut offrir de meilleur à ses enfants, et c'est aussi les ouvrir vers des substituts parentaux qui vont pouvoir les nourrir de façon substitutive, complémentaire. Le vrai amour, c'est de choisir une super nounou, une super structure pour les accueillir quand ils sont petits, scolarisés, de les entourer de parrains marraines. Moi, je parle de parrains marraines, c'est des parents amis, des oncles et tantes qu'on aime, pour lesquels on a de l'estime, des grands-parents sympas. Alors, c'est aussi de les couper de gens dont on estime qu'ils sont trop toxiques. Évidemment, le grand-père pédophile, on n'amène pas ses enfants tous les dimanches chez lui sous prétexte que c'est le grand-père, certainement pas. Mais évidemment, c'est les ouvrir sur la cité, parce que les enfants agrippent tout ce dont ils ont besoin chez les autres et qu'on ne peut pas leur offrir. On dit, c'est un proverbe africain, je crois, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est absolument tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et nous, on a besoin du village, nous parents, pour nous soutenir dans notre parentalité aussi. C'est un étayage qui est offert à l'enfant, mais aussi aux parents. J'aime bien dire aux parents qui ont du mal à laisser leurs enfants pour partir en week-end ou en vacances, de leur dire, mais vous allez lui faire du bien à votre enfant en le laissant chez ses grands-parents, chez oncle et tante, chez vos amis. Vous allez lui faire du bien, même s'il fait une crise au moment où vous partez et qu'il s'accroche. Après 3 ans. Après 3 ans? Ouais. Oh là. Vous trouvez que c'est tard? Ça veut dire qu'avant les 3 ans de l'enfant, on peut pas confier l'enfant pour partir sans lui. Pendant un week-end, moi je trouve que c'est un peu long, sauf si c'est avec par exemple les grands-parents qu'il connaît très bien, avec lesquels il a vraiment un lien extrêmement fort du quotidien, quoi. Si par exemple il dort le week-end déjà avec les parents chez ses grands-parents et qu'il connaît son lit, qu'il connaît le rituel de la maison, là ça va. Mais moi je trouve, alors je suis pas marrante, parce que je suis pas facile, Ah non. Je suis pas facile, je suis pas consensuelle, Bah non, mais vous les avez pas balancés chez des inconnus pendant 2 jours. Pas chez des inconnus, mais chez les grands-parents ou chez des amis qu'ils connaissaient et où ils avaient un même enfant du même âge, mais largement avant 3 ans, et on a pu le faire sur une semaine. Ah ouais, mais ils connaissaient très bien les grands-parents, non? Ils connaissaient très bien leur grand-mère. Bah voilà, donc ça marche. Leur grand-mère et les amis, ils les connaissaient bien aussi. Bon, si c'est un relais vraiment très familier et qu'en plus, alors en plus vous êtes aidé par la fratrie, c'est-à-dire qu'il y a ces repères-là, quand on laisse le petit, il a ses 3 grands frères et sœurs, quoi. Donc c'est différent. Alors, on ne laissait pas toujours les 4 en même temps, mais forcément, parce que c'est plus compliqué à caler. Mais chez les grands-parents, oui, mais après, chez les amis, on séparait en 2, souvent. Ouais. Bon, si c'est pour 2 jours et qu'il est vraiment à l'aise avec... ils sont vraiment à l'aise. Moi, je suis une puriste de la sécurisation affective. D'accord. J'ai le sentiment que c'est un patrimoine qu'on fabrique, qu'on façonne, la sécurité affective, ce que Mélanie Klein appelait l'élaboration de la position dépressive. En gros, si jusqu'à 3 ans, on est bien collé et que vraiment il se pose absolument pas la question de notre présence ou de notre absence parce qu'il va de fait qu'on est là, quoi. Et ben après, ils sont pleins. Ils sont pleins comme un réservoir rempli d'essence, quoi. Oui, mais alors attendez, comment on vit sa vie de couple s'il faut rester jusqu'aux 3 ans d'enfance. En plus, si on en a un premier, puis un deuxième dans les 3 ans et un autre, non mais on se retrouve pas en couple avant combien de temps? Avant 12 ans, quoi. Faut s'organiser comme d'habitude, ma chère.
Oui, mais d'accord, mais moi je m'organise en les confiant pour partir, voilà. Mais ouais. Ah bah c'est sûr que s'offrir des vraies lucarnes de roucoulade quand on a des enfants de moins de 3 ans, moi je l'ai pas fait par exemple. Hein. Ok. Oh là là, moi je pose toujours les couples. Je dis mais voilà, laissez chez des gens de confiance, mais ils seront bien, ils seront heureux et vous serez Non mais heureux après aussi, vous 3 ans, rentrerez. on n'hésite plus, bien sûr. Hein. Là, on a un débat sur avant 3 ans. C'est long, 3 ans. Vous m'auriez dit 2 mois, j'étais d'accord, mais Non mais 3 ans, après, ça me on semble peut quand très long. même être ensemble sans partir plusieurs nuits de suite loin de chez les enfants, non? Oui, mais il y a quand même du bon à quitter le nid, à mettre un peu de distance avec la maison pour vraiment déconnecter et se reconnecter à l'autre. Je trouve que c'est Oui, alors d'autres le font pas sous format de week-end ou de vacances. On peut le faire pendant une soirée, pendant aussi, bien pendant une sûr, en journée plus. entière. Voilà. Oui, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut. Enfin, c'est marrant. On est vraiment. Vous courez pour les couples et moi pour les enfants. Hein, cette conversation est très marrante. Si l'enfant va bien, que globalement on le sent sécurisé, et encore une fois qu'on le confie à quelqu'un avec qui il a un lien vraiment privilégié, on peut tout à fait le faire, bien sûr. Et si on en a très envie, merci. surtout. Parce que quand Bien on en sûr. a très envie, évidemment, ça retentit sur l'enfant après. Le fait d'avoir un parent rassasié dans son désir. Alors parfois ils n'en ont pas forcément l'envie, mais ils sentent qu'il faut qu'ils le fassent pour leur couple parce que ils sont en mode on commence à se perdre un peu. Donc je sais pas si parfois pour ces couples-là c'est pas tant l'envie qui est là en premier qui les guide, mais plus qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Pour le coup, après quand ils reviennent, souvent ils se disent ok, en fait c'était bien, ils reviennent plus épanouis et heureux, plus sereins que quand ils sont partis. Mais De toute façon, quitter ses enfants, c'est formidable. Hein. bien sûr. Et les retrouver, c'est encore mieux. C'est ça qui est bien. On est content de Évidemment, les laisser, évidemment. mais on est ravis de les retrouver. Un petit point sur lequel j'étais pas, enfin, je dis l'inverse en fait de vous. J'ai lu dans votre dernier livre, la guide des parents d'aujourd'hui, que vous préconisez le dîner en famille, le dîner tous ensemble. Alors moi, je vous cache pas qu'en fait, je dis tout le temps l'inverse. Je C'est vrai. dis, pour être sûr dans votre vie de couple, dans la journée, de ne pas vous manquer et de vous connecter, dîner ensemble. Donc moi, en fait, ce que j'explique, évidemment que vous dînez avec vos enfants, vous êtes autour de la table, vous les servez, vous leur parlez, vous débriefez, vous les Ça écoutez, revient au vous même. êtes là, mais vous ne mangez pas avec eux, et comme ça, comme vous êtes obligé de manger, vous serez obligé d'avoir un tête-à-tête Oui. ensemble. Et moi, je trouve qu'en fait, je suis plus dispo pour mes enfants quand je ne mange pas, quand je m'occupe pas de ce qu'il y a dans mon assiette, mais que je suis là pour les servir. Alors parfois, il y a qu'un des deux parents, s'il y en a un qui finit tard mais il y a toujours un parent avec eux, évidemment, où ils sont pas en train de manger, nous à côté. Mais c'est vrai qu'on ne partage pas le soir, réellement, le repas on le fait le midi, le week-end, le dimanche midi, ça c'est non négociable. Mais si vous partagez le dîner, c'est simplement que vous n'amenez pas la fourchette jusqu'à votre bouche, mais vous partagez tout à fait le dîner avec eux. Donc ça va, ça revient au même. Moi, je m'en fiche que les parents mangent ou pas. C'est un détail, c'est un petit détail technique, quoi. Ok. Bon, après, ça peut avoir une toute petite incidence sur les menus, parce que du coup, on est tenté de faire des knackis pâtes aux enfants et de nous faire une salade d'endives. Et j'aime bien l'idée quand même que les enfants nous voient manger la salade d'endives et envie de grignoter aussi, etc. Mais bon, c'est un détail technique aussi. Mais à partir du moment où vous êtes là, que vous interagissez, que vous leur apprenez à se tenir, à parler et que vous les rencontrez, c'est parfait. C'est tout ce que je veux. Alors après, moi, il y a un autre sujet, c'est que je suis incapable d'être à table sans manger. Je suis une goulue invétérée. Oui, parfois, c'est sûr que ça fait prendre 2 repas. Oui. C'est le risque. Disons-nous la vérité. Voilà. C'est le risque. Et bon, on met les baskets, le lendemain matin, on va courir et voilà, c'est oublié. Mais c'est vrai que ça peut être... voilà, moi je trouve qu'en tout cas, c'est une astuce qui est pour les couples, pour être sûr de se connecter au moins 20 minutes, une demi-heure par jour, se parler. Le dîner, c'est un passage obligé. Parce que je trouve qu'en fait, une fois qu'on a dîné, on a tendance à tous partir dans notre coin, sur nos écrans, retourner travailler un peu, aller bouquiner. Et je trouve que cette connexion se fait moins. Mais voilà, je suis rassurée puisque vous validez quand même le concept, donc ça me va. Alors j'aime bien aussi que les parents se rencontrent pendant le dîner pour que du coup les enfants apprennent à laisser parler les parents aussi. C'est pas mal aussi dans mon schéma à moi. C'est-à-dire que nous 1000 fois on leur a dit attendez, enfin parlez moins fort ou parlez entre vous là parce qu'on a des trucs à se raconter. Et j'aime bien que les enfants aient à composer avec cette réalité. Ça veut dire que quand les maîtresses par exemple parlent entre elles, l'enfant il respecte ça et il vient pas interférer
comme un bourrin les interactions entre adultes, quoi. Oui, bon, ça, je pense qu'on leur dit tous les jours, nous en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça va, en tout cas, susciter j'espère, de l'échange dans les couples de nos auditeurs, parce que nous, c'est ce qu'on veut. En fait, ils sont pas obligés d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais au moins qu'ils se requestionnent, qu'ils se repositionnent et qu'ils débattent ensemble de la façon qu'ils ont de vivre leur couple, leur famille. C'est ce qu'on cherche. Donc voilà, avec des idées parfois qui sont plus affirmées et plus tranchées, ça permet d'ouvrir davantage les débats et de se remettre davantage en question. Moi, ma conclusion, ce sera travaillons en fait nos couples pour le bonheur de nos enfants. On le fait pour nous évidemment, pour notre couple, mais qu'on se dise vraiment, vraiment, vraiment que de ça dépend le bonheur de nos enfants, sans faire culpabiliser personne évidemment, mais quand on a les moyens de le faire et quand on a un couple qui va bien, continuons ça parce que c'est un essentiel pour eux, tant qu'on peut le faire. Parce qu'ils nous veulent heureux, cultivons notre bonheur au sens large et évidemment le couple en fait éminemment partie. Merci beaucoup Caroline, Vous en prie. Merci à tous pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.